Si Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième épisode de Tsi, le podcast de saut à ski et de combi nordique. Alors septième épisode parce qu'on a eu 5 week-ends classiques et on a eu un magnifique hors-série de preview de la tournée avec Gabriel Carlen, ancien sauteur à ski que vous pouvez réécouter sur les plateformes. C'est donc le septième épisode et avec moi, comme toutes les semaines, comme tous les week-ends, j'ai Adgeox 120, Romain. Oui, bonjour, bonjour Will, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur le chat. Effectivement, un gros, gros programme là. On a plein de choses à dire. Alors on va vous débriefer bien sûr le premier concours de la tournée des quatre tremplins qui a eu lieu hier à Oberstdorf dans le chaudron allemand. On va donc débriefer ce concours et puis on reviendra sur les deux premiers concours de la Sylvester Tournée, la tournée de la Saint-Sylvestre, l'équivalent de la tournée des quatre tremplins pour les femmes. Et on aura un petit mot pour la Coupe continentale qui était à Engelberg. Oui, voilà, on connaît l'adresse, Engelberg, juste avant la tournée, et puis des résultats toujours, toujours intéressants à regarder. On se projette vers nos souvenirs les plus récents, Oberstdorf, 27 000 spectateurs, à peu près autant de drapeaux allemands. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ambiance? Bah écoute, l'ambiance était magnifique. C'est là où notre podcast porte le mieux son nom avec les magnifiques Tsi, dès qu'un Allemand se présentait sur la barre. Au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé ça super. On reviendra sur les conditions météorologiques que j'ai trouvé un peu compliquées, mais on a eu du grand spectacle. Toi, t'as bien aimé? Ouais, c'était magnifique, c'est ça le. Je crois que de toute façon, c'est l'épreuve où le Tsi prend le plus son sens. Et j'ai bien aimé l'image de Guillaume Di Grazia sur Eurosport du but de foot. On l'avait pas utilisé cette image précédemment. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. La ligne verte, en plus, rendant les choses un peu faciles à lire. Un Allemand devant la ligne verte, explosion dans le stade. Et enfin voilà, on en avait parlé dans l'épisode de présentation. C'est la plus grosse ambiance de la saison. Euh, j'avais alors j'ai pas sûr à 100 de la stat, mais il y avait, je crois, on était quelque chose comme pas loin d'un record, de spectateurs pour une qualif. Il y avait 16 000 spectateurs pour la qualif. Il y a à peu près tout le reste des épreuves de la saison qui aimeraient avoir autant de monde le dimanche. Donc voilà, rien que pour ça, c'est un régal. Les images, heu, enfin voilà, c'est parfait Oberstdorf. C'est parfait à un détail près, le vent qui a fait une Oberstdorf, quoi. Ouais. Alors le vent, c'est clair que alors déjà, on n'a pas eu un seul souffle d'air de vent de face. On a eu du vent d'eau enfin, pendant et la qualif et les concours. Il faisait très chaud. Je pense que tout le monde est en train un peu de subir la chaleur. On a eu en moyenne plus de 5 degrés. Donc en gros, on n'avait pas eu aussi chaud depuis Visla. Un air plutôt sec, 62% d'humidité. J'ai regardé depuis le début de la saison. C'est l'air le plus sec qu'on avait. Donc air sec, vent d'eau. Ouais, et bon, ça a permis de faire attendre les sauteurs sur la plateforme de façon moins désagréable. C'est sûr que c'est pas les -20 au vent de Ruka quand il passe 5 minutes en haut, mais voilà, ce vent facétieux, bah, voilà, on connaît Oberstdorf, on sait, hein, il est très variable, et puis je sais pas si c'est le tremplin qui est pour quelque chose, mais un souffle de différence, et il y a déjà des grandes différences, et là, on n'a pas eu un souffle de différence. On avait des fois 2 mètres de vent de dos, des fois un vent quasi nul. On a eu une période avec 2 mètres de vent de face, mais heureusement, le jury n'a envoyé personne. C'est c'était dingue, quoi. Après, je dirais que globalement, on reviendra hein, sur les différences de compensation, les différentes conditions entre les top sauteurs. Et pour moi, le concours, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que le concours n'a pas été faussé. C'est-à-dire que les résultats sont ce qu'ils sont. Il n'y a personne qui a vraiment été envoyé dans des conditions vraiment horribles et il termine sur la bosse. Donc, globalement, le vent a joué, mais le résultat me paraît tout à fait juste. À un ou 2 sauteurs près, qu'on détaillera plus tard, mais voilà, quand on regarde la liste de résultats, bah, ça nous y emmène directement. Le top 5, on retrouve 4 des 5 meilleurs sauteurs de la saison. Donc, effectivement, il y a un ou deux qui peuvent se sentir un peu malheureux, mais c'est aussi lié à leurs résultats en qualif, hein. On va pas, Fait pas de suspense, c'est Lanišek et Aibok par exemple, mais ils étaient plus loin en qualif et ils ont sauté à un moment où c'était moins bon.
et bah, la système des KO est impitoyable. Ils ont sauté 15-20 minutes avant les tout meilleurs de la qualif, qui étaient les tout meilleurs de la Coupe du Monde. Et gros écart au final, quoi. Et du coup, ouais, si tu commences direct par les déceptions, moi, Ebok, c'est vrai qu'on lui a on l'avait attendu, pour faire, bon, de là à gagner la tournée, je pense pas, mais clairement, il visait un top 5. Lanišek, c'est clair, pour nous 2, c'était un des favoris avec Kubaski et Granerud. Là, comme tu le montres sur l'écran, il est 10e. C'est lui qui a eu, les plus mauvaises conditions de vent avec, des moyennes de compensation à +13. Donc il a eu quasiment, 1 mètre seconde de dos. Et l'autre que je voudrais mentionner, c'est Fettner. Fettner, Ah oui, lui aussi, on l'attendait, il avait fait un super début de saison et comme Lanišek, il a eu lui des conditions de vent de dos, plus défavorables que les autres. ah oui. L'équivalent à Lanišek, et je pense que du coup, bah, voilà, ces 2 là, ils sont, en dessous, ils ne gagneront pas la tournée cette année. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner un des 4 concours. Un des Oui, 3 c'est qui ça. restent en tout cas. Et si on regarde les dossards, Fettner dossard 10, Lanišek dossard 13, Ibok, Lanišek dossard 12, Ibok dossard 13. En gros, ils ont sauté au même moment, hein. Ils ont sauté dans des duels qui se suivaient. Et ils étaient dans ce moment le plus dur. Et c'est juste après un de ces duels que la plateforme a été montée. D'ailleurs, elle a été déjà montée pour Fettner. C'était insautable. Et ensuite, il s'est passé ce qui se passe. Enfin, voilà, l'incongruité du saut à ski. On avait monté 2 plateformes et le vent s'est de nouveau calmé. Et là, ça s'est envolé bah, pour les Allemands, pour Wellinger, je crois, le premier qui fait un très gros saut. Et ça a fini Ouais, en c'est apothéose. non, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, d'ailleurs, pour ceux qui étaient en live, sur Eurosport, quand, Guillaume Di Grazia lisait les commentaires, on parlait d'un concours, peu intéressant, ça passait à peine le point K. Je crois qu'il y a Lovrokos qui a mené pendant une bonne partie, de la compète avec un saut à 125, et tout d'un coup, il y a Wellinger qui s'est présenté sur la barre et qui là a, réchauffé le chaudron, et à partir de là, on peut dire que la tournée avait démarré. Déjà parce que c'était Andreas Wellinger et que ça, enfin, pour moi, ça reste un sauteur très, très doué. Et d'ailleurs, je suis vraiment ravi de sa performance parce qu'il galère là depuis 2 ans, c'est compliqué pour lui, et là, on le retrouve une 6e place, et encore, il a un peu raté le 2e saut. Oui, oui, moi voilà, c'est une très bonne place. Il a été au bon moment, donc bah, bravo à lui. Il a fait les sauts qu'il fallait, mais il jouera pas, selon moi, il jouera pas non plus la victoire de la tournée. Il en manque un peu en question de niveau. Mais par contre, jouer entre 5 et 10, je pense que même quand on voit comment il a galéré, comme tu dis, il peut s'en satisfaire. Juste pour revenir sur le vent, un exemple qui trompe pas, c'est que 3 des Lucky Losers sont à partir du dossard 44. Stéphane Kraft, allez, on va dire que c'est un peu normal. Contre Zografski qui fait 12e de la première manche, et Eric Belchaud, dossard 45, qui fait 19e. Voilà, eux, ils ont sauté au bon moment avec la bonne plateforme. Il fallait le Mmh. faire. Et puis, bah, c'est aussi la joie des KO duels d'avoir des entrants comme ça qui sautent au bon moment. Alors avant de revenir sur les 5 premiers, parce qu'on va vraiment détailler leurs performances, on va parler un peu des révélations si tu le veux bien. Je pense que bon, on a parlé de Wellinger, mais, je te laisserai ta révélation parce que je pense que tu as envie d'en parler. On a beaucoup parlé de Lovrokos. C'est vrai que cette 7e place est inattendue pour le Slovène. Maintenant, je suis un peu allé en arrière, et en fait, Lovrokos, c'est quelqu'un qui adore ce tremplin d'Oberstdorf. Il s'avère que l'an dernier, il avait déjà sauté aussi bien que ça. Donc, est-ce que c'est une révélation? Je pense que si on fait que les stats sur Oberstdorf, on verra que Lovrokos est quelqu'un qui adore ce tremplin, et du coup, finalement, 7e, c'est pas tellement une surprise. Moi, celui que j'ai trouvé surprenant, c'était Camille Storr parce que, il avait pas fait un bon début de saison, ou en tout cas pas au niveau. On était quasiment en train de parler de pré-retraite. Là, il termine 9e, et surtout, je trouve qu'il a retrouvé cette fluidité de saut. Vraiment, le saut, on le voit, et il est parfait, quoi. Et du coup, toi, ta révélation, ce serait qui? Je pense qu'on va surprendre personne après la présentation qu'on a faite l'autre jour. Et il a été à la hauteur de nos espérances. C'est l'Allemand Philipp Raimund, que tout le monde appelle Hiele, donc avec un petit jeu de mots avec tremplin. Euh, bon, il fait 14e, il est 3e allemand, donc j'ai envie de dire un peu comme on l'avait dit. La tournée ne fait que débuter aussi, hein, donc il faut aussi être humble. Mais ce que j'ai beaucoup Mais en aimé en le plus, voyant.
Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Pardon, ce que j'ai beaucoup aimé en le voyant, c'est, je sais pas, cet enthousiasme communicatif. Il était attendu, il est d'Oberstdorf. Si on le suit un peu sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une sorte de hype autour de lui. Donc c'était la surprise la moins surprenante de l'année, hein. Tout le monde l'a vu venir. Mais je sais pas, il y avait cette joie. Il fait 124 au deuxième saut. Il prend, je crois, il fait deuxième, mais il sait qu'il va faire top 15. Et il y a une explosion de joie, de bonheur, voilà, il rayonnait. Et ça, c'est très sympa. On sent qu'il y a un personnage aussi en plus du sauteur. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. C'est ce que j'allais te dire parce que, pour un gamin comme ça et qui, bon, il est de 2000, hein, c'est pas un 2003, mais bon, il est quand même très jeune. D'ailleurs, à part Schöffening, c'est le plus jeune dans le top 15. C'est en haut du tremplin alors que tu es chez toi. Il vient du club d'Oberstdorf, enfin un des 2 clubs Oui, puisque Geiger vient de l'autre club. Il était en train de faire, un peu, avec des yeux là, c'était rigolo. D'ailleurs, j'imagine que ça deviendra un gif parce qu'il était complètement fou. Et surtout, une fois qu'il avait sauté, et comme tu dis, une fois que la pression était sortie, tu le voyais en bas là pendant l'interruption avec Constantin Schmitt et je ne sais plus quel était l'autre Allemand en train de faire la vague. Et je pense qu'il s'est dit, lui qui a dû voir Oberstdorf sûrement très très jeune, et là d'être un des sauteurs, de faire troisième allemand, ça a dû être une journée extraordinaire pour lui. oui, et enfin, voilà, il aurait pu être visage fermé, du genre, bah, je joue ma vie, je saute devant mes parents, mes amis d'enfance, et c'était l'inverse. Et voilà, je sais pas, on sent une sorte de charisme, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de la tournée de Philippe Reimund. Bon, voilà. Je pense qu'en plus de la suite de la tournée, là, il a carrément gagné sa place chez les Allemands. Les Allemands, normalement, si on avait bien calculé, ils ont récupéré un quota, donc ça ne veut pas dire qu'ils doivent sortir quelqu'un après la tournée, mais là, je vois pas comment, enfin, faut voir, hein, comme tu dis, on l'a vu 2 fois, mais sur les 2 fois où on l'a vu, ça, c'est un gars qui est, au niveau pour moi entre la 10e et la 15e place mondiale, hein. C'est pas une surprise sa place. Et je te chambrais un peu quand tu disais que enfin, tu allais miser ta maison sur lui, mais je pense que, là, on a clairement une révélation pour cette année, parce que ce gars, sort quasiment de nulle part. Il a fait un peu de coupe Conti et là, d'ailleurs, il en revient d'une, mais c'est pas non plus un sauteur que j'avais, mis moi, dans mes, favoris pour la saison, comme une révélation. Et puis après, je pense qu'on peut quand même citer, Eric Belchot parce que ça fait 2 fois qu'il se qualifie. Alors oui, tu as mentionné, le fait qu'il ait eu, des conditions de vent favorables lors de son KO duel et du coup qui passe en tant que lucky loser. Je pense qu'il serait passé même dans une compète classique. Ça fait 2 fois qu'il se qualifie et ça montre que le saut à ski américain est revenu parce que je crois que Deckerdine, bah, voilà, il est juste derrière, tu vois? 31e. Et lui, je me demande, non, il Non, serait pas si, passé si, en normal, mais je crois si, qu'il est si, en tout cas, il fait partie de ceux qui, en termes de points, étaient dans les 30 premiers, mais ne sont pas dans les 30 d'accord. premiers par le jeu des classements, comme Brezzanola, je crois, qui, Donc on a le renouveau du saut à ski américain, on a le renouveau du saut à ski turc ou le nouveau saut à ski turc avec ouais, une nouvelle qualification de Fatih Ardalpçoglu et aussi, il faut le dire, Mohamed Bedir avait passé la qualif. mmh, ouais, Voilà, il est là, 47e. Donc je trouve que, on a ces nations, qui remontent. Il y a eu un débat, à l'antenne sur le fait de, bah, alors, pourquoi, des Turcs, pourquoi des Américains et pas de Français? Nicolas Jeanpro a répondu, il y a eu des changements à la fédé. Il y a Rémi Santiago maintenant, qui a pris un peu les rênes. On a vu Enzo Milesi, faire des très bons résultats. Bah, il est champion de France et il avait fait des bons résultats en Conti et on reviendra sur les performances d'Alessandro Badbi. Les Français, vous les verrez à la tournée un jour. Ils ne seront pas en coupe du monde cette année, mais rien n'est perdu. Si un Turc fait plusieurs points, il y a pas de souci, on aura des Français, un jour, dans les tops et on reverra, l'équivalent de Vincent Descombes ou, d'Emmanuel Choudal. ce que j'ai bien aimé, c'est entendre qu'il y avait une volonté d'avoir une équipe mixte, au championnat du monde à Planica. Il y a pas de raison que les Françaises qui performent bien ne puissent pas figurer, donc il y aura j voilà, une volonté, je pense que les deux meilleurs, seront certainement envoyés quand même à Planica pour faire une équipe mixte, et je pense que c'est une très bonne chose. Alors avant de passer au top 5, on a une question d'Ayato, en tout cas, qui nous demande si on peut parler des combinaisons des Japonais, comme l'a évoqué Nicolas Hier. C'est vrai qu'il y a eu un débat sur les combinaisons. Je dirais que des débats sur les combinaisons, il y en a à chaque concours, mais là,
clairement sur la tournée, parce qu'on est sur un événement médiatique, un peu plus de, alors qui a les combinaisons et on voit clairement qu'il y en a qui ont des parachutes et puis il y en a, c'est du slim, quoi. Et il s'avère que les Japonais, comme le disait, Nicolas Jeanpro en essayant d'expliquer, bah, la contre-performance de Ryoyu Kobayashi depuis le début de l'année, il semblerait qu'eux, aient appliqué le règlement de la FIS à la lettre et du coup, ils se sont tous remesurés donc tu as certains skis qui ont été diminués et ils ont des combinaisons qui sont plutôt serrées au niveau du corps, alors qu'on a d'autres nations où c'est plus large. Ouais, c'est un sujet compliqué. Je pense que on posera la question, je pense, dans un épisode, on prendra peut-être cette peine, avec des spécialistes parce que là, c'est un sujet aussi, il faut pas sombrer dans la diffamation. Elles sont validées ces combinaisons, mais c'est vrai que visuellement, il y a des différences entre les sauteurs. Je sais pas quoi dire de plus, on c'est un peu le jeu un peu éternel, hein, les combinaisons, je crois que tous les ans, on a un peu cette question-là et quand l'enjeu monte à la tournée, les questions se font, plus pressantes. Je pense que tu as certains textiles, certaines couleurs où ça se voit plus. Piotr Joie, on avait l'impression là sur sa combi bleue, ça se voit beaucoup. Geiger, ça se voit beaucoup. Sur les combis blanches, ça se voit moins. Ayato, il dit, visiblement, c'est parti pour toute la saison comme ça. Ah oui et non, c'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a des règles, les combinaisons sont remesurées, enfin, je veux dire, on a eu des disqualifications, de combinaisons, donc on va pas dire que la FIS ne fait pas son travail. Après, en effet, c'est très technique. Il y a sûrement, des moyens, de contourner un petit peu les règlements, moi je sais pas, il faudrait qu'on se plonge dans le règlement pour voir où est-ce que c'est mesuré. On reviendra, sûrement avec des experts sur ce sujet. Je ne sais pas si Caroline Espion un jour sera connectée pour nous en parler, mais c'est souvent à la tournée qu'on en reparle. Est-ce que ça fausse globalement la performance des sauteurs? Moi, je dirais non. Enfin, je veux dire, combinaison ou pas combinaison, celui qui gagne aujourd'hui, Granerud, bon, c'était lui le meilleur. Donc, c'est un peu un faux débat. Est-ce que les Japonais sont pénalisés en ce moment? Peut-être. Est-ce que c'est autre chose? Ça veut dire les Japonais, il y a d'autres raisons aussi. Hein. Ils ne sont pas chez eux. Il y a des questions d'entraînement. Donc, on met tout sur le dos des combinaisons. On ne sait pas, en fait. Donc voilà, sur ce sujet-là, j'avoue, je suis un peu comme toi, je suis perplexe. Ça se voit sur certains, je me dis d'un autre côté, c'est mesuré et voilà donc Hayato qui dit, «Les Japonais ont un entrejambe plus court et c'est validé pour toute la saison». Oui, mais est-ce qu'il est vraiment plus court? Je sais pas parce que, après ouais. Faudrait vraiment Faudrait qu'on regarde, qu'on regarde le règlement. faudrait retrouver, moi c'est, d'ailleurs c'est pas une grosse nation comme quoi, c'est quand j'ai vu Eric Belchaud sur la plateforme, il avait une pyramide là sur les cuisses à l'entrejambe. Je fais: «Ah tiens». Bon, c'était imposant. Pour reprendre un peu le cours de l'analyse des résultats, là, on a, pour ceux qui sont en live, finalement, ceux qui sont pas passés, un peu dans les déceptions par rapport à la qualif, c'est Clemens Leitner, mais il est vraiment, enfin, on peut pas lui en vouloir, il est tombé au moment où c'était le vent compliqué. Et il y a mon deuxième chouchou allemand, Pius Paschke, qui fait son pire résultat de la saison, quasiment son seul résultat en dehors du top 20, au plus mauvais moment. Bon, dommage, mais si tu veux bien, Ouais, lui, tu sentais qu'il ressentait la pression, hein. Je pense que, vu qu'il était quasiment le meilleur Allemand depuis le début de saison, avec Geiger, là, il a craqué, il a clairement craqué et j'espère qu'à Garmisch, il sautera bien parce que, comme tu le dis, depuis le début de la saison, il a vraiment pas démérité et il a tiré la Mannschaft vers le haut et ce serait quand même sympa qu'il puisse se qualifier pour la deuxième manche, quoi. c'est vrai que le body language et voilà, ce qui émanait de son visage par rapport à Philippe Raimond, c'était bah, la nuit et le jour, hein, tout simplement. Et on espère qu'il retrouvera l'entrain sur les sauts de la nouvelle année. On, on monte vers le haut du classement, si tu veux bien. Passons au top 5. Passons au top 5. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, les 5 qui sont en tête là, après Oberstdorf sont, les 5 derniers qui peuvent, gagner la tournée. Je dirais, un de par le fait qu'ils ont, pris la tête lors de ce concours, mais aussi parce que c'est les top sauteurs de la saison et ça va être difficile de rentrer de l'arrière. Oui, c'est ça, ils sont 5 en 20 points, donc c'est un peu moins de 10 mètres. Le neuvième est à 20 mètres, donc je pense qu'effectivement,
C'est le top 5. Alors bon, bah, c'est Oberstdorf qui veut ça, hein. On a, selon les années, entre, 3 et 7 sauteurs à la fin d'Oberstdorf où on se dit: «Ils peuvent encore gagner la tournée». 5, c'est pas beaucoup parce que, bah, on aime bien le suspense, quoi. Mais, bah, c'est des sauteurs sur lesquels il faut compter. Et puis, bah, déjà dans les 5, il y a le 5e Stefan Kraft. Je pense que si hier, enfin, du coup, la veille du concours, on avait dit qu'il ferait 5e, il fallait avoir confiance et il sort, les bonnes perfs au bon moment. Ouais, Stefan Kraft et notamment, bah, je veux dire son deuxième saut était vraiment magnifique, hein, le 138 mètres là avec les Mmh. 19. Je pense que Stefan Kraft, il avait été malade à la qualif et c'est vrai que du coup, on se demandait, bah, il tirait Geiger en KO, tu savais probablement qu'il allait perdre, ce qui veut dire que derrière il jouait le lucky loser et là il a fait du Stefan Kraft, c'est-à-dire que, je pense que même dans un état, d'affaiblissement, on l'a vu en interview, il avait pas l'air au top de sa forme. Il fait 5e, il a pas perdu la tournée. Est-ce que s'il est, faible, il va la gagner? Moi, j'en suis pas sûr. C'est celui malheureusement que je mettrais, bah, à la 5e place, en comparaison aux 4 autres. Mais, c'est vrai de le retrouver là, c'était inattendu, pas par ses performances de la saison, mais, par son état de santé, au saut de qualif. Donc, super performance de Kraft. Après, sur la saison, justement, hein, sa feuille de stats, c'est quand même autour, voilà, c'est aussi souvent, au pied du podium vers 4-5 surtout, ces dernières semaines donc plutôt au niveau qu'on attendait de lui, donc pas affecté par sa maladie en termes de résultats et toujours dans la bataille, donc le plus important. Ensuite, 4e place, on a le local matador, Karl Geiger, je sais pas quoi dire, hein, 2 gros sauts, un peu surperformé par rapport à son début de saison, mais on l'attendait là pour un début de tournée, quoi. Ouais, après moi, Geiger, j'ai un peu plus à dire à son sujet. Alors, il s'avère que, bah, comme d'hab, hein, j'adore faire mes petites stats et alors à Oberstdorf et je pense que si on compare sur d'autres tremplins, c'est peut-être moins évident, mais les 5 meilleures vitesses à la table ont fait les sauts, les plus loin. Donc on a les 5 plus rapides à la table, c'est Andreas Wellinger 93,3, Karl Geiger 93, Stefan Kraft 92,9, Piotr Joua 92,9, David Kubacki 92,9. Granerud est allé un poil moins vite qu'eux. Donc, on a cette capacité de rapidité à la table de Karl Geiger qu'on connaît. Le fait qu'il connaisse très bien ce tremplin et du coup, il a le bon timing, hein. Si vous réécoutez le preview avec Gabriel, on ressent bien comment les sauteurs appréhendent les différents profils de tremplin. Donc, tu as cette vitesse hein, de Karl Geiger qui a été vraiment positif pour lui. Et après, je dirais qu'il a eu de la chance, lui, avec les conditions. Je dirais que dans les top sauteurs, c'est Wellinger et Geiger qui ont eu les meilleures conditions. Ils ont aussi été les mieux notés, parce que, alors, est-ce que c'est le fait que, ce soit des Allemands et que du coup, donc les 2 meilleures notes du week-end, c'est Karl Geiger 18,63 et deuxième Andreas Wellinger 18,53. Donc on a ces 2 profils de sauteurs rapides à la table, avec un style, vraiment bon et des conditions un peu meilleures. Donc voilà ce qui a fait la performance, de Geiger. Et si je devais faire un pari, je pense que enfin, voilà, Geiger, je le vois pas se hisser beaucoup plus haut que ça. J'espère pour le l'intérêt de la tournée, mais je pense que en ce moment, c'est, on va dire peut-être entre la 3e et la 5e place, ça doit être, son niveau donc réponse déjà dans 24 heures pour la qualif de Garmisch. En montant dans la feuille de résultats, on trouve, David Kubacki, 3e, donc on peut dire, bah, c'est presque une déception par rapport à son début de saison. Moi, j'ai trouvé visuellement qu'il était soulagé de pas avoir perdu la tournée. Je sais pas ce que tu en as pensé? Ouais, je pense que, alors, il s'avère que, pareil, quand j'ai regardé les résultats de l'Ovrokos, en fait, j'ai regardé, aussi ce qu'avaient fait les autres et en fait, Kubaski, c'est quelqu'un qui a énormément progressé d'une année à l'autre et quand tu regardes où il en était l'année dernière au Oberstdorf, il faisait peut-être, entre la 20e et la 25e place. Donc une 3e place pour lui, c'est peut-être la meilleure progression en termes de qualité de saut sur ce tremplin. Donc je pense qu'il partait déjà d'un peu plus loin que les autres. Il y avait cette pression supplémentaire, le maillot jaune, la Pologne, le fait qu'il ait déjà gagné la tournée et je pense que c'est un moindre mal, je suis d'accord avec toi, moindre mal de faire podium. Il est toujours dans le match
Il n'aurait pas gagné de toute façon, à Oberstdorf. Je pense que personne ne l'avait mis, comme vainqueur de ce concours-là. Donc, je dirais il a été régulier, il a eu des bonnes conditions de vent, hein. Lui, il a pas enfin, je veux dire, voilà, il a eu des conditions correctes par rapport aux autres. Donc je dirais qu'il est là à sa place, il est en embuscade et il devrait monter en puissance pour les 3 autres concours. Par contre, celui qui lui, m'a impressionné par son saut, sa qualité, sa force et sa constance, c'est celui qui a fait deuxième, c'est Piotr Joua qui est vraiment impressionnant et je me demande en fait si c'est pas lui qui maintenant, devient un des gros favoris parce qu'il a cette ancienneté, c'est le plus vieux, hein, je crois des top sauteurs, Oui, oui. qui peut faire la différence si c'est très serré. Oui, tout à fait. Il a avant son enthousiasme et cette énergie-là qu'on a vu, je pense, un peu comme les commentateurs, on avait une caméra à la table un peu à 3/4 d'eau qui était magnifique et genre, devant la télé, bah, pour Koubaki et pour, Joua, j'étais devant mon écran, je fais: «Oh!» et ils ont un peu fait la même chose, genre, quelle mine à la table, quoi. C'est genre, une explosion, quoi, un démarrage de fusée. C'était, impressionnant et puis derrière en l'air, il sait faire, en bougeant pas mal, mais il sait faire et puis, bah, il se pose loin et c'est un troisième podium cette saison, si je me trompe pas et il enchaîne quoi donc il est jamais sorti du top 8. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut à la tournée donc bah, grosse perf, on va le suivre et puis, bah, allez, je te le laisse, à ton chouchou, qui a Ah oui. atomisé tout le monde, hein. Ah ouais et d'ailleurs, bah, les commentaires là sur le chat sont surtout à son sujet. Gabriel qui dit qu'avoir un Granerud aussi constant, c'est une surprise et Ayato qui mentionne, les coach requests par rapport à la vitesse moins élevée. Alors il s'avère que, dans mes calculs de vitesse, attention, Ayato, je fais un petit calcul pour, remettre la barre au bon niveau. Donc il était quand même un peu moins vite à porte constante. C'est vrai que Granerud a fait figure d'ovni parce que déjà alors j'ai pas retrouvé la stat, mais est-ce que c'est le record de points à Oberstdorf? Tous les ans, on s'excite un peu autour des 300 points, donc je crois qu'il y a eu plus. J'ai vu passer qu'il y a déjà eu sur une épreuve de la tournée non, sur une épreuve tout court, il y a eu un 330 à Kuusamo. Je Ouais. sais pas, mais on doit pas être loin des voilà, c'est les gros résultats. Forcément aussi, lui, enfin, je sais pas si on peut vraiment comparer parce que, il y a les compensations du Vando, il y a les compensations d'avoir eu des baisses de plateforme. Donc, et puis évidemment, il se pose très, très loin. Mais c'est vrai que voilà, plus de 300 points en Bersdorf, ça lance une tournée. En plus, là, il y a la symbolique, c'est le seul à plus de 300 points et puis à 312 points, quoi. Donc, il fait l'écart. En plus, enfin, il y a il y a les résultats en tant que tels, mais il y a aussi le ressenti qu'il a donné. Il domine tous les sauts, il explose la qualif de presque 10 points, il explose la compétition et encore, il se pose tellement loin qu'il lâche 7-8 points de style en première manche. Voilà, c'est le meilleur sauteur Oberstdorf. Avec, on se dit, il est lancé là, il est parti. On attend, en fait, c'est les sauts qu'on attend de lui depuis le début de la saison. C'est ça, c'est-à-dire que, moi et comme tu dis, alors c'est mon chouchou parce que j'adore ce sauteur, mais c'est aussi que je le flag chaque week-end comme le meilleur intrinsèque, même meilleur que Kubaski et du coup, je t'avoue que j'étais un peu content de voir que ça se concrétisait et surtout sur un concours assez important et on a vraiment eu 2 sauts différents donc, pour ceux qui n'ont pas vu le concours, donc premier saut, la barre est descendue. Là, on se dit: «Est-ce que c'est le jury qui le fait?» parce qu'il y a pas d'infos au niveau du visuel à la télé, mais finalement, c'est un coach request d'Alexander Stockel. Donc, coach request veut dire que c'est l'entraîneur qui a décidé de baisser la barre, et donc il faut que le sauteur fasse au moins 95% du HS pour pouvoir avoir les points supplémentaires de la barre. Donc là, il devait faire au moins 135, il fait 142,5. Il s'avère que du coup, il aurait peut-être dû baisser la barre de 2 parce qu'on voit les notes et il s'est un peu plaint, Granerud, en disant bah ouais, mais du coup, je me télescope. Bon, mais d'un autre côté, si c'est un coach request. Si ton coach veut te passer à la 14, il aurait pu le faire aussi. Et sur le deuxième saut, qui pour moi, peut-être on en parlera, mais pour moi, c'est le saut du week-end, hein. D'ailleurs, il a eu des 19,5 et des 20. Là,
On dit que c'est une coach request, mais je ne pense pas. Je pense que le jury avait baissé la plateforme et que Alexander Stockel était d'accord. Enfin, en tout cas, sur les résultats officiels de la FIS, on ne parle pas de coach request sur la deuxième, hein. Donc ça, c'est pas un coaching. Je pense que c'est le jury qui a dit à Vlagraneru, attention, il a fait 142,5. On est à la, ils étaient à quelle plateforme Ils la étaient tous à deuxième la manche? 15 et lui a Là, ils sauté étaient tous à la 15. de la Il vient 14. de faire 142,5 à la 15. Le vent, c'est le même vent qu'il a eu. Il va faire un 142,5 et du coup, il a failli tomber. Donc, on lui baisse la plateforme. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Et il s'avère que malgré ces écarts de plateforme, eh ben, il a écrasé et puis on n'a pas eu de, il n'y a pas eu match en fait, hein. Non, voilà, c'est ça. Il était le meilleur. Après, voilà, le 142,5, peut-être il lui coûte des points aujourd'hui sur la feuille de résultat. Mais quand on fait un premier saut de la tournée, qu'on se cratérise, qu'on éclate tout le monde, je pense que ce que ça donne en boost de confiance du genre, parce que voilà, Granerud, il en parle beaucoup en ce moment de sa confiance. Il dit si je fais les sauts au niveau que j'ai, je sais que j'ai, je vais être le meilleur. Voilà, il le fait sur la première manche. Euh, bon, ok, il perd un peu de points de style, mais là, le boost de confiance, c'est plus 1000. Donc, c'est un gros gain pour le reste de la tournée et peut-être même de la saison. Donc, voilà, il est lancé. Euh, c'était beau en plus, hein. Il vient chatouiller enfin, on a quand même un record de tremplin qui a 19 ans. Ça fait longtemps même qu'on s'est pas demandé est-ce que ce saut a battu le record? Donc là, non, mais il est juste à 1 mètre. Euh, ouais, non, c'est fort. Voilà, donc il y a Yato qui dit que c'est un coach request pour le deuxième. Donc là, on voit que c'est pas mentionné, mais quoi qu'il arrive, c'est Granerud et je pense que tu as très très bien résumé. Quand il a la confiance et malgré le fait que c'est pas trop académique, sa forme de vol comparée à des sauts beaucoup plus linéaire comme Geiger ou comme Storr. Là, il est, voilà, c'est le meilleur et il faudra voir ce que ça donnera. Je te propose de passer aux femmes, hein. On a quand même Oui, deux concours, si tu le veux bien. tout à fait. Alors, juste là, le déroulement de la tournée classique, on attend la qualif de Garmisch le 31 en début d'après-midi. Et évidemment, la preuve du jour de l'an, toujours en début d'après-midi. On se retrouvera pour un épisode aussi de débrief. Et effectivement, les femmes ont aussi débuté le Sylvester Tour. Ça vaut une petite introduction aussi. C'est la deuxième année du Sylvester Tour, mais c'est la première année avec 4 épreuves et très resserré dans le calendrier. 28-29 à Villars, 31 et premier à Ljubno. C'est super dense, quoi. Et puis, je pense que c'est vraiment sympa de faire le même jour. Je dirais que alors, ça doit être des questions logistiques, mais j'aurais préféré que ça suive exactement les 4 jours de la tournée masculine parce que il y a les gens qui sont potentiellement devant la télé. Là, c'est venu un peu vite en fait. Franchement, on a enchaîné à chaque fois Calypso, Calypso. Mais bon, c'est comme tu dis, le fait déjà d'avoir 4 concours, on est sur une saison à 26 concours, on va pas critiquer parce que le saut féminin est plus mis en valeur et notamment par rapport au combiné nordique féminin. Et je dirais que on s'avance hein, vers une tournée féminine. Je crois qu'elle a été confirmée. Alors, elle a été décalée encore d'une année, hein, c'est Ouais, ça? c'est très compliqué. Alors, il y avait eu des grosses annonces pour dire l'année prochaine, donc 2023-2024, sauf que la fédération autrichienne freine vraiment, donc on parle de au mieux 2024-2025, sauf que la fédération allemande, elle est au taquet, elle voudrait commencer à Garmisch et enchaîner avec Oberstdorf. Donc, pour l'instant, rien n'est certain. Il se dirait que il y aurait les épreuves allemandes, du coup, Garmisch-Oberstdorf. Peut-être aussi, c'est une façon de mettre la pression sur la fédération autrichienne. Bon, ça râle beaucoup hein, quand même dans le domaine, dans le milieu du saut féminin, parce qu'il y a cette tournée, elle est attendue. Et je pense, on a vu, voilà, il y a les épreuves le même jour, c'est gérable. On a vu aussi Titisee Neustadt avec les épreuves hommes et femmes. Il y a de la place, je pense que ça peut être que positif pour la discipline. Et puis, moi, je crois que on a envie de les voir sauter sur ces tremplins mythiques parce que cette Sylvester Tour, il est bien, hein, voilà, c'est appréciable de l'avoir au calendrier. Mais on a quasiment les deux plus petits tremplins de la saison.
Ça se ressent Mmh. d'ailleurs sur la feuille de résultats quand on va détailler plus tard. Hem, bon, voilà, on va dire que c'est un premier pas. Il y avait 2 épreuves l'année dernière, il y en a 4, mais on n'est toujours pas sur les épreuves de la tournée. Je pense que l'année prochaine, il y aura une introduction des épreuves allemandes de la tournée. Je crois qu'on va se contenter de ces pas-là au fur et à mesure. On a des KO duels chez les femmes et franchement, bah, ça fait que j'ai regardé en entier la première manche. On avait 50 sauteuses à voir et puis, bah, on continue à s'intéresser à cette discipline. Donc, allez, on va voir le positif. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est ça et clairement, oui, comme tu le dis, hein, on est sur des petits tremplins. Ça n'a pas empêché, d'avoir du spectacle et déjà d'avoir les femmes, qui sautent, pendant la période entre Noël et le jour de l'an. Je pense que c'est mérité et ça montre que ce sport, enfin en tout cas la partie féminine du sport, devient plus médiatique donc moi j'ai été ravi et que comme toi, hein, j'ai regardé et voilà, que Villars de toute façon moi j'aime bien les tremplins champêtres, hein, donc j'étais content à Ramsao, tu me mets Villars, je suis content aussi, hein. Donc moi le saut j'adore, il les ferait sauter sur des K70, je serais content aussi, mais bon. Donc Et je pense que et on a vu Thomas Morgenstern à l'écran, l'homme du coin, évidemment. voilà, Bon la banane était là, la banane était là. et Du coup, puis bah, en parlant d'Autrichiens, en parlant d'Autrichiens, je pense que autant on en a un à la 5e place chez les hommes, autant là chez les femmes, il y a pas photo. Il y a une femme qui a dominé, les 2 concours et qui est, de loin la meilleure en tout cas, sur ce Sylvester Tour en ce moment, c'est Eva Pinkelning. oui, elle avait eu un petit coup de mou sur les dernières épreuves, avant Noël. Elle avait même perdu son maillot jaune au profit de Althaus et là, elle gagne les qualifs, elle gagne les sauts, après 2 épreuves donc à mi-parcours. Elle a, donc sur petit tremplin, elle a presque 12 mètres d'avance sur la deuxième. Bon, bah, elle a repris évidemment de très loin son maillot jaune. C'est la sauteuse du début. Plus, je crois que enfin, pour moi, elle m'a offert, la plus belle image, de ce début de tournée, de Sylvester Tour. Elle était en duel avec, Lilou Zepchi, la jeune Française, 2006 et elle Mmh. l'a saluée, elle a montré: «Regardez, la caméra, regardez, c'est la jeunesse», avec des sourires de partout, c'était le bon moment, voilà, en plus, ces KO duels, on a vu d'ailleurs à chaque KO duel, beaucoup de fraternité entre les sauteuses. Heu, voilà, c'est aussi ça que l'apport de ces compétitions un peu spéciales. Et puis, bon, bah, comme, tout le monde le sait, hein, Eva Pinkelning, c'est quelqu'un qui est arrivé très, très tard, hein, sur le saut à ski. Elle a commencé le saut à ski, aux alentours des 20 ans, hein, quand d'autres, bah, sûrement, Lil Zepchi, ont dû, monter sur leur premier tremplin à 5-6 ans. C'est sa 6e victoire en carrière et sa 3e de la saison, donc on a vraiment un palier, qui est passé, par l'Autrichienne, hein, puisqu'elle a doublé, son nombre de victoires et puis c'était sa première victoire, sur le sol autrichien. Donc là, elle gagne 2 fois. La dernière qu'elle a gagnée, c'était Marita Kramer à Ramsau. Donc, je pense que voilà, c'est mérité pour cette sauteuse qui est un peu plus âgée que les autres, mais vu qu'elle est arrivée plus tard, bah, finalement, elle a la même expérience. Et franchement, moi, comme toi, hein, j'ai été ravi. C'est une fille qui a l'air super sympa et rien que sa réaction par rapport à Lilou Zepchi montre qu'elle veut passer le flambeau. Bah, elle n'est pas encore prête à le passer, mais elle incarne en fait ce passage là petit à petit entre l'ancienne génération, les Takanashi ou elle, et puis les nouvelles, que peut représenter Lilou Zepchi. Fait des magnifiques télémarques. Elle pose très bien, avec Althaus, je pense que c'est les 2 plus beaux télémarques, du circuit. Surtout que là, Villars, c'était de la tôle ondulée, après le point K. Le Mhm. jury était là, je râle régulièrement sur le jury, mais là, je crois qu'il était obligé de serrer les relents parce que, à 95 mètres, ça se posait pas, quoi. On a vu, celles qui s'y sont essayées, qui ont eu des difficultés et elle a agrafé, des magnifiques télémarques donc voilà. Aussi, il y a voilà, être bon à la table, elle est bonne à la table, être bon en l'air, elle est bonne en l'air et bien posée. Elle gagne pas en posant pieds joints donc grande classe, bravo à Eva Pinkelnig. Derrière, il y D'ailleurs, a, non, j'allais juste mentionner parce que tu parles de télémarque, donc je suis désolé, je vais descendre un tout petit peu au classement, mais pour moi, la 2e meilleure sauteuse, malheureusement, sur ce tremplin, bah, elle est pas, elle est pas sur le podium et c'est Célina Freitag tout à fait, ouais.
parce qu'elle a atteint 95 mètres et 2 fois, alors que la première elle chute, elle chute avant Oui, la ligne, elle, avant la ligne, et la deuxième fois, pareil et du coup, bah, ses notes de style font que, mmh, elle perd les points et je sais pas, hein, si on la met, avec les j'ai mêmes fait la notes de style projection, ouais. que les autres, Du coup, le si premier jour, elle perd 8 points sur son deuxième saut, donc 95 mètres, c'est la deuxième meilleure distance et elle perd 8 mmh, points avec, sa quasi chute et elle aurait été entre 2 et troisième, on va dire, au à la virgule et le exact, deuxième jour, avec une pesée, vraiment difficile à 95 mètres, donc là, meilleur saut du jour, elle perd au moins 5 points, elle fait quatrième, elle aurait été deuxième. Et ouais, en fait, mmh, je l'ai mise en satisfaction-déception parce que satisfaction, elle a un niveau de saut, extraordinaire actuellement et elle monte en puissance cette saison. Et déception, aucun podium en 2 épreuves à cause de la pesée. Alors on verra peut-être si les conditions de neige sont meilleures à Lugno, on verra si c'est dû à la neige ou si c'est dû, peut-être encore à des limites techniques. Mais effectivement, c'était, la deuxième meilleure en vol, mais le saut à ski, ça inclut aussi la pesée. exact et du coup, celle que j'ai classée troisième, si on revient à ton classement, elle est donc deuxième du Sylvester Tour, c'est, Nina, Krishnar et Nina Krishnar, bah, déjà c'est une Slovène, hein, qu'on attendait, forcément, dans les avant-postes parce que l'année dernière, elle termine, 2e du classement et c'est, du coup, bah, ses 2 premiers podiums, elle a fait, 2 fois podium là, sur les concours et donc elle fait ses 2 premiers podiums de l'année. Je dirais qu'elle arrive en forme au bon moment, quoi. Oui, c'est ça. Elle arrive en plus à domicile. La régularité, alors, bon, je crois qu'elle aura du mal à gagner ce Sylvester Tour, mais elle continue sa série extraordinaire. Je crois qu'à Titizé, on parlait de 80 et quelques top 10, donc bah, ça continue. Et Mmh. c'est la Slovène en forme, hein, parce que derrière, c'est toujours un peu plus difficile. On est, depuis le début de saison, finalement, le constat est le même. On a Klinec aux portes, enfin, fond de top 10, Bogatay aux portes du top 10. Donc maintenant, c'est plus, comment dire, c'est plus une erreur de début de saison, c'est que c'est le niveau du moment. Donc bah, Bogatay, c'est un peu dur, hein, parce qu'à Titisee, on avait dit qu'elle était deuxième meilleure sauteuse. Je dirais que pour moi, Bogataj, elle reste, au niveau de Krishna. Par contre, sur Klinec, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, maintenant, on n'est plus sur des erreurs de début de saison. On est, sur un niveau qui est un peu en dessous, de ce qu'elle a montré. Donc voilà, Klinec, je pense que, je dirais que là, moi, je l'attends un peu au tournant à Lugno parce que tu es chez toi. Là, tu es 9e de la tournée, elle a plus rien à perdre. Donc, il faut qu'elle montre qu'elle est au niveau. Là, faut qu'elle fasse podium, hein. on a eu quelques arrivantes qu'on n'avait pas encore vues en Coupe du Monde cette saison et qui ont très bien performé. Alors, je voulais citer Nora Mitsunstadt parce qu'on l'a cité à chacun des épisodes précédents. Elle gagnait toutes les COC. Bah là, elle arrive, elle fait 13 et 20, donc bah, c'est très satisfaisant. Mais je pense que la Mmh. révélation du week-end, elle vient du Canada et ce n'est pas Abigail Strait, c'est Alexandria Lutit, 4 et 9. On l'avait pas vu venir, elle revient de blessure et bah, elle vient challenger sa partenaire en fait. Ouais, bah, c'est vrai qu'on l'attendait pas là. C'est une fille qui là, juste avant de revenir donc à Villars, avait fait, comme dernier concours une coupe continentale en mars 2022 où, chez elle à Whistler où elle a terminé troisième et quatrième. Et juste avant, le week-end du 13 mars, elle avait été en coupe du monde à Oberhof où elle avait fait 11e et 12e. Elle avait fait 7e à Eisenbach. Elle a fait médaille, bah, oui, forcément médaille, de bronze aux jeux olympiques par équipe avec Abigail, Strait et puis il y avait Boyd Claude et alors là, le dernier, Canadien, je l'ai pas. Je sais plus Trevor qui était avec lui. Morris, peut-être. Ouais, je sais plus qui c'est, ouais, tu raison. Donc c'est sûr que c'est, quelqu'un que, on n'attendait pas du tout et dès, la qualif, elle a été là puisqu'elle a battu le record du tremplin à 97, c'est ça? Elle a sauté 97? Oui, c'est ce que j'ai eu aussi, ouais. Je crois qu'elle a sauté 97 et très régulière, pas de pression, plus que ça, sur ses sauts, pendant les concours. Donc à voir. Est-ce que, c'est ce tremplin-là, qu'elle aime bien ou est-ce qu'on retrouve là quelqu'un qui va,
faire régulièrement des top 10. Je demande à voir et elle, clairement, quand elle sera sur la start list de Lugno, je vais jeter un coup d'œil, supplémentaire. Et on disait, Abigail Strait va faire un podium cette saison, c'est une question de temps. Maintenant la question c'est laquelle des 2 Canadiennes va monter la première sur le podium, le suspense est à son comble. Exactement et si tu mentionnes, Abigail Strait, alors là, bah, il s'avère que, autant à Titisee, on l'avait vu à son avantage, autant là sur petit tremplin, c'est plus compliqué donc elle fait un bon premier jour. Oui, Combien elle fait. 6e, ouais. Ouais, et puis, ah voilà, je pense que c'est pas des tremplins qui vont lui correspondre et ça fait peut-être une transition avec les Françaises. Oui alors, Clairement Joséphine, c'est pas Villars qu'elle va s'éclater, quoi. non et Julia pareil et bon elles ont été vraiment, malmenées par le vent en deuxième manche hier. Je pense que leur niveau sur ce week-end, c'était, autour de la 20e place. Heu, mais bon, si on voit le positif, elles ont fait les 4 sauts, donc ça veut dire qu'elles sont toujours, classées, elles peuvent toujours voir devant dans cette tournée. Mais je crois que voilà, il y a eu peut-être il manque, un peu, autre comment dire? À la table ou alors, enfin il y a un truc avec les petits tremplins et les Françaises, c'est pas leur, Non, c'est pas voilà et leur le leur tasse fait de thé, que, quoi. exact et le fait que tu mentionnes que, potentiellement, on les tremplins allemands, à la prochaine fois, bah, je pense que Joséphine Panier, elle attend que ça, quoi, parce que sa plus mauvaise performance depuis le début de saison, c'était à Lillehammer, le premier concours, Le celui sur petit 90, ouais, tremplin, voilà. voilà, et Julia Clark, c'était pareil. Donc, je pense que clairement, il y a pas de surprise. Et je dis pas que je veux déjà les enterrer, mais à Lugno, ça va pas être mieux parce qu'on est sur des tremplins qui sont trop petits pour elles. Donc voilà, elles seront. Et puis pareil en fin de saison, là, Rasnov, Regarde, elles doivent Rosenbach, attendre Sapporo avec, impatience, ouais. voilà, Sapporo, Willingen. Alors il y a plusieurs tremplins à Willingen, donc je suis pas sûr lequel Elles ils sont sont. sur le très grand, elles sont Oslo, sur le ouais, voilà, bah, donc à Willingen, à Oslo, et puis comme tu l'as déjà mentionné, il y aura cette qualif à avoir pour Vikersund, où là on les attend dans le top 100. et il y en a une Donc autre bon, les qui s'est Françaises, ouais. crashée, ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Il y en a une autre qui s'est crashée, sur les petits tremplins, c'est, Silly Opseth, hein. Elle était, 2e de la coupe du monde ou 3e, enfin elles étaient, toutes en quelques points et là, un week-end, vraiment calamiteux, 21e et 32e et si on regarde la feuille de stats de la saison, 1 grand tremplin à Visla, 7e grand tremplin à Visla, 20e petit tremplin à Lillehammer, victoire grand Mmh. tremplin à Lillehammer, 2e grand tremplin à Titisee et puis donc les mauvais résultats à Villars. Donc on a une sauteuse, là je pensais pas que c'était possible d'avoir un tel écart de niveau, quoi. Là, on passe d'une sauteuse, qui joue la victoire à une sauteuse qui joue la qualif en deuxième manche, sur une taille de tremplin. C'est assez incroyable, quoi, Je me cet écart. rappelle, tu avais fait l'analyse à Lillehammer, puisqu'on Mmh. avait eu les 2 et clairement on l'avait mentionné, dans cet ascenseur-là et là ça le confirme. Alors on en parle sur les françaises, mais comme tu le dis, là sur Silly Opstedt, on est, encore plus sur un delta entre, les petits C'est et les grands tremplins et le problème pour elle, c'est que du coup, bah, si elle est, sur courant alternatif, sur petit tremplin, là en sortant de Yugno, là elle a combien? Presque 200 points de voilà retard. et elle a perdu Elle 200 peut points sur le week-end, quoi. Techniquement, elle a elle perdu a perdu 200 190 points, points donc exactement. Exactement et du coup, si elle en repère 190 à Ljubno, bah, Opstedt, elle peut déjà dire au revoir à la coupe du monde. Althaus, elle limite les dégâts, mais mmh, elle perd, beaucoup de points aussi. mmh, Elle était maillot jaune, avant le 1er mmh. concours. Donc on a, Pilkelming qui commence à prendre et je dirais que, bon, on est encore tôt, hein, dans la saison, on est 7 épreuves sur 26. Mais je commence petit à petit à me dire, bah, je te l'avais pas mis aussi haute parce que on avait cette densité hein, du saut à ski féminin, donc on l'avait dit au début. Hein, il y a plusieurs filles qui pouvaient gagner. Et là, je me dis que si Alumno, elle nous fait la même qu'à Villars, déjà, elle peut faire le grand chelem. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, le grand chelem, je peux le voir venir. Oui, parce que je pense qu'on a un profil alors je connais pas exactement les spécificités de la table, à Lugno, mais c'est une taille de tremplin en tout cas assez comparable. La confiance, le niveau, extraordinaire, les bons télémarques.
Donc effectivement, on va surveiller, oui, elle peut faire le grand chelem, je te rejoins là-dessus. Voilà, et puis pour conclure sur les filles, on peut quand même mentionner, Anna Odin Ström, Oui, qui est du coup, bah, 3e du Sylvester Tour, qui est déjà bien loin de Pilkelning, mais par contre, on a, à peu près, bah, entre 4 et je mettrais quasiment Anna Ruprecht, pour accrocher la deuxième place. Là, on les voit, hein, 495, 494, 494, 490, 486. Donc, je dirais que pour jusqu'à moi, la même, victoire est jouée. oui, jusqu'à Klinec Ouais, tu peux 9e. même mettre Kramer et Klinez. Non, tu as raison, parce qu'on est sur des défis qui sont très solides. Et voilà, faudra voir ce que ça donne. Et je pense que il y a cette possibilité d'avoir une belle bataille pour la deuxième place, et notamment avec au moins deux Slovènes, voire Bogataj à son avantage pour la victoire, pour la deuxième place de la Sylvester Tournament. Voilà et donc Je sais pas si tu veux rajouter chez non, les juste le filles. calendrier du coup, qualification aujourd'hui en fin d'après-midi et puis, donc épreuve en KO duel demain le 31 et puis qualif et épreuve, le 1er donc, on l'a dit plusieurs fois à Ljubno et on en parlera, à l'occasion de notre débrief aussi, après Garmisch donc, le soir du Ouais. le soir du 1er, il y aura aussi un beau programme. Heu, on enchaîne sur la quelques mots, hein, parce que, les résultats, méritent de jeter un œil quand même sur, Engelberg en coupe continentale. Tu veux te lancer? Ouais, alors, Engelberg, bah, on l'attendait, cette fille parce que, déjà, c'est comme tu dis, hein, c'est une coupe Conti qui est au programme, régulièrement, entre Noël et le jour de l'an. Le premier concours a été gagné, par un Norvégien, Benjamin Østvold, qu'on avait déjà vu à son avantage, lors des coupes Conti précédentes. Deuxième, on a l'Autrichien, Clément Segner, hein, qu'on connaît, qui malheureusement, écume, ce, ce circuit, alors que, il a clairement, s'il était, d'une autre nationalité, il pourrait vraiment faire de la coupe du monde. Et 3e, on avait, Frédéric Willumstad. Et le quatrième, je veux quand même le mentionner parce que pour moi, il est là aux portes de la coupe du monde, c'est Sondre Ringen, donc le Norvégien. Les Français, si tu veux nous en dire un mot du premier Heu, concours? ouais, juste devant, c'est vrai que Ringen, c'est celui qui s'est fait, coiffer au poteau par Pfanemel, pour Oberstdorf et bon, on a vu Pfanemel, c'était pas fameux, donc il doit continuer à s'impatienter, de monter en coupe du monde, sauf qu'il y a, Oswald qui lui est passé devant, sur ce week-end, parce qu'il gagne aussi la deuxième épreuve. Hem, Ouais. chez les Norvégiens, c'est à couteau tiré, quoi. Ah Effectivement ouais. Vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, non, j'allais mentionner Oswald, mais bah, dis-nous un mot des Français, du Donc coup. le premier jour, donc on a Alessandro Badbi qui, dans la foulée des épreuves précédentes est le meilleur Français, vraiment aux portes, du top 30. Il est, 32e à 1 mètre quoi de la qualification. Mathis Contamine 38e, Enzo Milesi 42e, donc lui il vient de l'OPA et Valentin Foubert 46e et je pense dans les grands noms à citer, c'était, la présence de Simon Hamann et Kylian Payer 33, 34e, donc ils accrochent pas la qualif et c'était globalement, à très peu de places d'écart le même topo le deuxième jour, Badby 32 et là il était qu'à un point de la qualif donc allez, allez, elle est plus très loin. Par contre, ça reste plus loin pour, Mathis, 39e, Enzo, bah, à nouveau 42e et il y avait eu un changement pour le quatrième français. Cette fois, c'était, Jules, Chervet 44e et pareil les 2 Suisses, 35e Kylian Payer et Simon Hamann 43e donc dur d'imaginer les revoir tout de suite en coupe du monde. Ça vaut pour les Français comme pour les Suisses. Ouais, et donc le 2e jour, au niveau des top sauteurs, donc comme tu l'as mentionné, on a une deuxième victoire Benjamin Østvold, hein, né en 2001, et 2e Zondreringen, hein. Donc là, on est entre 2 Norvégiens qui attendent que Van Hummel fasse une tournée plutôt au niveau de ce qu'il a fait à Oberstdorf, c'est-à-dire qui ne se qualifie pas pour deuxième manche. Et eux, ils sont en embuscade. Et troisième, on retrouve de nouveau Clemens Egner. Et je voudrais juste mentionner quelques sauteurs donc, qui ont été rétrogradés, qui avaient été
En coupe du monde, on a Alexander Schnitzol qui lui avait laissé sa place à Yann Abdas en coupe du monde et qui fait une neuvième et une 12e place. On a le Norvégien Bendik Jakobsen Hegli donc, qui a laissé sa place à Fanemel qui fait sixième et 14e. Et le troisième, que je ne sais plus lequel c'est. Non, c'était les deux qui avaient été rétrogradés pour laisser la place à leurs collègues. Et donc au classement de la Coupe Conti, puisque Philippe Raymond, hein, qui était en tête de la Coupe Conti, lui a participé à la Coupe du Monde, c'est Benjamin Oswald qui est en tête avec 314 points, 4 points d'avance sur Zondreringen. Et troisième, on a Philippe Raymond avec 280 points. On retrouvera la Coupe Conti à Cragne, donc c'est un petit tremplin, un HS 109. Je n'ai pas exactement la date, mais j'imagine que ça va être le premier week-end de janvier. Donc, à voir, est-ce que Benjamin Oswald et Zondreringen seront encore là? Philippe Raymond, il ne sera pas là. Je pense qu'il restera en Coupe du Monde. Donc, entre ces deux-là, il se peut que l'un des deux soit promu à la place de Fanemel après la tournée. Et du coup, si l'entraîneur continue à respecter ce qu'il a fait jusque-là, c'est-à-dire les points, il va promouvoir Benjamin Oswald. Et donc, une nouvelle fois, Zondreringen, comme tu l'as dit, restera en Coupe Conti malgré de très très bons résultats. Ouais, et je pense qu'on verra Clemens Egner, Obergisel sans trop de suspense aussi, avec un groupe national Ouais, parce que autrichien. groupe national, ouais, tu as raison, on verra Clément Segner, on verra sûrement Markus Müller, et puis les deux autres, là, Steiner et Maximilian Hörtner. On verra peut-être pas ton ami Francisco Meurt. Je ne sais pas combien ils ont de place en coupe, qu'il n'a pas Ouais, il y fait, en a pas 6 été hein, pour extra. il y en a 6 pour le. À 6, bon, il Et fera peut-être le il poste, sera peut-être on en n'est pas fond de sûr. sixième place, donc on verra ça. Ouais. Donc il est temps de clôturer ce chapitre complet. On se retrouve, ben, on l'a dit déjà dès demain devant notre écran pour regarder la qualification de Garmisch. Le premier de l'an, on se souhaite tous bonne année en regardant l'épreuve de Garmisch et on débriefera tout ça avec tous ceux qui voudront bien nous suivre. Est-ce qu'il restait des questions sur le chat avant de clôturer? Non, juste un petit commentaire d'Ayato au sujet de Peter Prevec. Il dit il était content de son deuxième saut, j'ai pas compris. Je pense Peter aujourd'hui, il peut être content de juste de faire des sauts parce que malheureusement, il vise plus grand-chose au niveau de la saison. Donc je ne sais pas exactement. Il a pas fait un concours extraordinaire. On l'a pas mentionné parce que Non. il est loin, loin, loin de son niveau de quand il gagnait des globes. Et je crois que même j'ai cru sentir moi un brin d'ironie hein, dans sa réaction, du genre ouais Ah bon bah allez. ouais. Enfin voilà, on saura peut-être jamais, mais c'était peut-être même de l'ironie. Écoutez, D'accord. merci Will pour cet échange. On avait plein de choses à dire et c'était passionnant. On se retrouve dans 2 jours. D'ici là, bonne fête, bon réveillon, profitez bien, mais il faut être en forme le premier. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Tsi, le podcast du saut et du combiné.